Essayez donc d'apprendre à quelqu'un à faire un nœud au téléphone. Bon, aujourd'hui, peut-être avec Skype, c'est plus facile. Bien, merci beaucoup. Donc oui, je vais vous parler de l'origine du langage. C'est des questions qui ont toujours passionné les humains et effectivement, tout le monde se demande un jour pourquoi, comment un de nos ancêtres s'est mis à parler. Qu'est-ce qu'il avait à dire qu'il ne pouvait pas exprimer autrement? Quand est-ce que ça s'est passé? Et surtout, qu'est-ce qui a fait que cette première parole a déclenché un processus qui nous a amené à avoir un système de communication si différent de ceux de nos cousins, les grands singes, et qui explique en grande partie le succès évolutif de notre espèce, qui n'a effectivement plus rien à voir avec celle de ses cousins très très proches sur le plan biologique. Bien, alors, qu'est-ce que la science a à dire de ça? Ben, effectivement, je ne vous étonnerai pas en disant qu'on n'a pas de réponse définitive à ces questions, et on n'en aura peut-être jamais. Mais quand même, tous les progrès scientifiques qu'on fait dans des tas de domaines nous permettent aujourd'hui d'avoir quelques éléments de réponse, en tout cas, à ces questions, parce que, bon, d'abord et avant tout, on peut mieux cadrer, du point de vue temporel, ce qui s'est passé, parce qu'on connaît un peu mieux l'histoire de l'évolution des hominidés. Et là-dessus, je vais me contenter de deux événements, deux dates dans l'évolution des hominidés qui vont nous être importantes pour notre sujet. La première, c'est il y a 1 million d'années, enfin bon, 1 million, 1,5 million, c'est des ordres de grandeur. C'est une espèce nouvelle qui apparaît, qui s'appelle Homo erectus, et qui, elle, connaît un succès évolutif assez impressionnant, puisque c'est la première espèce d'hominidé qui va sortir d'Afrique. Les autres espèces, avant, les Australopithèques, Homo habilis, etc., étaient cantonnées dans certains coins de certaines régions d'Afrique. Et là, tout d'un coup, cette espèce-là va se répandre sur toute la surface de l'ancien monde, de manière assez rapide. Le rythme, c'est de l'ordre des centaines de milliers d'années, bien sûr, mais de manière assez rapide. Il colonise tous ces nouveaux environnements, il s'adapte de mieux en mieux, son cerveau grossit au fur et à mesure, ses outils se perfectionnent, il finit par domestiquer le feu, enfin bref, plein de nouveautés qui le conduisent progressivement, dans un processus assez régulier, à ce que l'on a appelé les Homo sapiens archaïques, c'est-à-dire un certain nombre d'espèces dans différents continents qui vont avoir des cerveaux à peu près aussi gros, même parfois plus gros que les nôtres pour le Néandertal, et qui ont des capacités cognitives donc et des capacités de maîtrise de leur environnement qui n'ont plus rien à voir avec ceux des premiers Homo erectus 1 million d'années avant. Voilà, ça c'est la première étape. Et puis là, deuxième coup de tonnerre, deuxième success story, un de ces Homo sapiens archaïques qui vivaient en Afrique, Afrique de l'Est, peut-être Proche-Orient, on ne sait pas trop, mais un de ceux-là va à son tour connaître une explosion démographique incroyable. Et alors là, l'échelle, c'est plus des centaines de milliers d'années, mais c'est des dizaines de milliers d'années. En quelques dizaines de milliers d'années, à son tour, il va coloniser l'ensemble de la planète, l'Amérique comprise cette fois-ci, et voilà, c'est notre espèce. C'est notre espèce qui, dès le départ, a à peu près toutes les qualités que l'on lui connaît aujourd'hui. Cette espèce-là, elle va être toute seule, parce que les autres espèces d'Homo sapiens archaïques vont pendant ce temps-là s'éteindre les unes après les autres, la dernière étant les Néandertaliens en Europe vers quelque chose comme 50 000 ans. Bon, voilà, donc deux grandes étapes, et évidemment, on est tenté, c'est ce que les chercheurs font généralement, de faire l'hypothèse qu'à ces deux grandes étapes de l'hominisation ont correspondu deux étapes de développement du langage. L'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est celle d'Eric Bickerton qui dit qu'avec Homo erectus, il y a dû y avoir, pas du langage, pas le langage tel qu'on le connaît, mais ce qu'on appelle un proto-langage, c'est-à-dire quelque chose qui était un lexique assez diversifié, de plus en plus riche au fur et à mesure de l'évolution,
mais pas de syntaxe. Hein. Donc une espèce de langage Tarzan, si vous voulez, qui suffit totalement dans la vie quotidienne, hein, qui permet de dire des choses comme moi chasser lapin, toi préparer feu, enfin bref, vous voyez le genre. Quelque chose qui permet effectivement de catégoriser le monde, savoir les espèces qui sont comestibles, les différents prédateurs, etc. Donc pouvoir se repérer dans ce monde, échanger de l'information et donc s'adapter aux différents milieux qu'a dû connaître Homo erectus. Et puis la deuxième étape, eh bien, celle de notre espèce, c'est à celle-là que Derek Bickerton donne la dernière innovation, celle de la syntaxe, qui aboutit aux langues complexes que l'on connaît aujourd'hui, à toute cette complexité du langage. Bien alors, si on admet ce découpage, les deux questions qui se posent, c'est pourquoi Homo erectus a commencé donc à développer un premier proto-langage, et la deuxième, pourquoi ce proto-langage a eu besoin de se complexifier avec l'apparition de notre espèce. Alors c'est surtout cette deuxième question dont je vais traiter aujourd'hui, et sur cette question-là, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Hein. On se dit, bien sûr, c'est plus agréable d'avoir une syntaxe, ça permet de dire beaucoup plus de choses, etc. Mais pourquoi avoir besoin de dire tant de choses? Alors, les hypothèses que l'on a faites sont généralement un peu naïves. Première hypothèse, eh bien, c'est parce que nos outils se sont complexifiés, évidemment, c'est ce que les archéologues voient, hein, ce qui nous reste. Les outils se sont complexifiés, ça devenait sans doute très difficile d'enseigner l'art, de les fabriquer, etc. Et pour ça, on avait besoin d'un langage évolué. Ça ne tient pas la route une seconde. Si vous regardez d'une part comment travaillent les artisans, par exemple, vous verrez qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour expliquer comment fabriquer de nouveaux outils, de nouveaux produits. Bon, ils parlent évidemment en revanche de ce qu'est leur métier, etc. Mais dans les gestes techniques, ce qui compte, c'est surtout de montrer concrètement ce qu'on fait. Il y a un linguiste qui est d'ici, d'ailleurs, Antoine Culioli, qui a enseigné ici, qui avait l'habitude de dire « Essayez donc d'apprendre à quelqu'un à faire un nœud au téléphone. » Bon, aujourd'hui, peut-être avec Skype, c'est plus facile. Mais sinon, c'est extrêmement difficile. Donc le langage n'est pas tellement fait pour ça. Et d'autre part, on sait que des animaux arrivent très bien à se débrouiller sans langage du tout, à enseigner à leurs petits, les chimpanzés par exemple, à faire des outils qui sont déjà relativement complexes. Donc, cette idée n'est pas bonne. Autre idée, c'est la chasse. On a besoin, pour faire de la chasse en groupe, de se raconter qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se positionner, etc. Et là aussi, on a besoin d'un langage évolué. Pareil, on regarde, les chimpanzés sont capables de faire des chasses en groupe avec rabatteurs, etc. Ils n'ont pas du tout besoin de langage. Les chasseurs ne sont pas beaucoup plus disers que les artisans. Si, après la chasse, oui, pour raconter leurs exploits, ça c'est vrai, mais sinon, dans la chasse, non. Donc, c'est pas les bonnes raisons. Alors, il faut les chercher de manière un peu plus profonde, et ça, là, c'est les linguistes qui peuvent être utiles dans ce cas-là pour essayer de comprendre quelles sont effectivement les spécificités du langage qui sont les plus importantes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de linguistique, mais j'ai juste préparé trois exemples pour vous montrer trois de ces propriétés les plus importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la récursivité, c'est-à-dire la capacité des langues humaines à emboîter des phrases les unes dans les autres. Hein. Et ça, on peut le faire avec très très grande facilité et à différents niveaux. Hein. J'espère, vous voyez, premier niveau, que tu t'es rendu compte, c'est de toi dont je parle, que ce que Marie a dit à propos d'eux, etc. Donc vous voyez qu'on emboîte, ça passe tout seul, hein, la phrase est totalement compréhensible, et en même temps, elle ouvre une complexité que ne permettrait pas de simples phrases de sujet, verbe, complément. Donc ça, c'est la première propriété importante, celle dont Chomsky a fait d'ailleurs le principe même de ce qu'est la spécificité du langage. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être été moins mises de l'avant. La deuxième, c'est celle qui concerne la temporalité, ce qu'on appelle le temps et l'aspect dans les langues. C'est la capacité absolument inouïe des langues de pouvoir faire dérouler des événements devant vous, les situer dans le temps, situer d'autres événements par rapport au premier, montrer comment ils sont concomitants ou au contraire antérieurs, etc. Et ça, dans une même phrase, vous pouvez ainsi avoir plusieurs scènes qui se déroulent devant vous. Regardez celle-ci, tout en continuant à lire son journal,
il prit un yaourt, il l'avait acheté plusieurs semaines auparavant, il allait regretter le soir même. Vous voyez comment on arrive à placer tous ces temps sans aucune difficulté. Les langues sont formidables de ce point de vue-là. Il n'y a pas un seul langage logique qui est capable de faire ça en moins de 10 pages de formules. Deuxième propriété. Troisième propriété importante, c'est ce qu'on appelle les modalités. C'est la capacité des langues d'asserter des choses en les prenant plus ou moins en charge. C'est-à-dire de dire, par exemple, effectivement, il va faire beau, mais je n'en suis pas sûr, il va peut-être faire beau. Il doit faire beau, etc. Vous voyez, on a différents moyens, différentes nuances que l'on peut exprimer sur un événement. Et on peut aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les modalités épistémiques dont je vous ai parlé, les modalités déontiques. On ne doit pas fumer dans cette salle, c'est moi qui le dis, mais c'est pas moi qui l'asserte, qui le prend en charge, c'est un interdit qui me dépasse, dont je vous fais part. Bref, toutes ces modalités donnent aussi au langage une complexité et une finesse que ne peuvent pas atteindre des phrases simples du type de celles du proto-langage. Alors, à quoi ça peut bien servir tout ça? Et si on y réfléchit 2 minutes, il y a d'autres hypothèses, mais je vais vous parler juste d'une, ça sert à raconter des histoires. La temporalité, ça sert à raconter des histoires. La langue est merveilleuse pour faire ça, pour situer les choses dans le temps, dans l'espace, faire vivre des personnages, leur prêter des pensées, faire discuter des personnages entre eux, vous voyez la récursivité, les faire évoluer, etc. Et elle fait ça avec un naturel incroyable. Pensez que jusqu'à l'invention du cinéma, c'était le seul moyen de faire vivre devant nous des événements qui se déroulent et pas simplement des images fixes. Donc ça, c'est une propriété fondamentale du langage. Maintenant, évidemment, pourquoi on y pense peu? Parce qu'on se dit quand même c'est assez futile de raconter des histoires. Vous n'allez pas me dire que c'est pour raconter des histoires qu'on s'est mis à complexifier le langage. Eh bien si, je vais vous le dire, et je vais peut-être, non pas vous le prouver, mais au moins vous convaincre que ce n'est pas une idée complètement idiote, en passant ce coup-ci du côté de l'anthropologie, et en se considérant que, effectivement, si l'on regarde toutes les sociétés humaines, on s'aperçoit qu'elles sont fondées, mais alors dans leurs règles structurantes les plus importantes, elles sont fondées sur des histoires. C'est ce qu'on appelle les mythes d'origine, qui existent dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, etc. Et qu'est-ce que font ces mythes d'origine? Eh bien, ils racontent ce qui s'est passé avant, les ancêtres, les dieux, c'est souvent assez mêlé, ça, les ancêtres et les dieux, ce qu'ils ont fait. Et puis, très souvent, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on pourrait faire, mais ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire, ce sont ces histoires-là qui permettent de fonder les interdits sur lesquels le groupe social va fonctionner. Cette caractéristique des humains va très très loin, puisque être un humain, c'est avant tout appartenir à un groupe social qui a une histoire d'origine, qui a donc quelque chose qui le transcende et qui s'appelle les règles sociales auxquelles il doit adhérer s'il veut rester humain d'une certaine manière. Donc vous voyez comment cette idée que raconter des histoires peut être fondateur pour les sociétés humaines n'est pas si folle que ça. Et à ce moment-là, on peut effectivement se rendre compte que si les sociétés fonctionnent, c'est bien parce que nous avons ces règles sociales qui sont des règles culturelles et qui s'opposent à ce qui se passe dans le reste du monde animal, dans les sociétés animales, dans lequel évidemment il y a des règles. Mais ces règles sont des règles innées qui sont donc génétiquement programmées d'une certaine manière et qui n'ont pas, dans lequel il n'y a pas cette capacité des sociétés humaines à les fabriquer, à les transformer, puisque évidemment ces sociétés vont bouger. Le langage, c'est ce qui a remplacé, si vous voulez, d'une certaine manière, dans nos sociétés, ce qui était régulé par la génétique dans les sociétés animales. Et voilà ce que donc on peut penser, c'est que si les autres Homo sapiens archaïques avaient les mêmes capacités que nous, n'ont pas survécu, alors que nous avons prospéré de cette manière-là, c'est parce qu'un jour, effectivement, un de nos ancêtres a eu la bonne idée, au moment d'une crise sociale ou de choses comme ça, de raconter une histoire. Et cette histoire, c'était l'histoire d'une crise précédente, c'était, je sais pas quoi, Caïn et Abel, des choses comme ça, pour expliquer que voilà, c'était très très grave ce qui s'était passé à ce moment-là. Il fallait plus que ça se reproduise, et c'était comme ça qu'on allait pouvoir rester une société équilibrée et harmonieuse. Voilà, je vous remercie.